Donc, ce projet-là est né dans le séminaire que j'ai suivi, dans lequel on a fait un voyage à l'île Verte. Donc, à l'île Verte, je ne sais pas si c'est au Québec, là, sur le bord, dans le bas du fleuve, pour ceux qui ne sont jamais allés. Tout m'invitait à porter attention aux traces du passage du temps, l'érosion des rochers, la texture polie du bois de grève, une cabane à l'abandon, un cimetière que je suis allée visiter en courant. Donc, tout ce qu'il y a d'usé, de délavé dans les objets et la nature, mais aussi sur la peau, les rides, les sillons que creuse l'air salin. J'ai pensé à la beauté imparfaite des visages des vieux loups de mer, au défilement des années qui pouvaient se lire sur le visage du gardien du phare. La beauté surgit parfois quand on s'attarde aux choses humbles, au contour d'une roche, aux plis mouvants d'un visage. Moi, je m'intéresse aux lieux comme des réservoirs de mémoire. Ma pratique d'écriture est beaucoup axée sur l'écriture des lieux. Les lieux portent des traces du passé qui font émerger des souvenirs enfouis ou encore nous rappellent d'autres paysages, d'autres regards portés sur le monde à un autre moment de nos vies, des multiplicités où se loge l'expérience de la beauté et de la poésie d'un moment de vie intensifié. Donc, en choisissant 26 mots sur lesquels m'arrêter, je me suis lancée dans une exploration qui est composée de petits récits, de réflexions, de citations et d'observations que j'ai inscrits sur des cartes postales, comme autant de pauses dans un itinéraire, soit un itinéraire d'écriture ou de voyage. Donc, je vais juste prendre un petit mot avant de commencer à lire les cartes postales pour vous présenter comment le projet est né et parler un peu de ma démarche d'écriture, parce que moi, je trouve ça intéressant d'entendre la démarche de création des autres, puis souvent, on n'a pas accès à ça. Donc, tout d'abord, moi, j'écrivais à ce moment-là, cet abécédaire-là a été écrit à l'automne 2015, fin de l'automne 2015, où je finissais le premier jet d'un roman, où j'avais fait un voyage à l'île Verte. Et quand j'écris un premier jet de roman, ma façon d'écrire, c'est de faire des espèces de blitz de 5-7 minutes, où je prends un mot, par exemple le mot toponymie. Ça, c'était plus pour l'abécédaire que pour le roman. Et là, je pars mon chrono et j'écris à toute vitesse ce qui sort, ce qui vient. Donc, ça fait un rythme un peu saccadé et ça donne en général un demi-paragraphe à la main qu'ensuite je retranscris et que là, je vais retravailler. Et j'avais... donc, mon projet s'est présenté un peu à moi par sérendipité, qui est, comme on l'a vu dans le séminaire, là, je vais citer la définition de Daniel Boursier de la sérendipité dans la science, la technique, l'art et le droit, leçon de l'inattendu. Qui est, je cite, le don de faire des trouvailles ou la faculté de découvrir, d'inventer ou de créer ce qui n'était pas recherché. Et ça arrive souvent quand on écrit ou quand on est un chercheur. Donc, je cherchais comment organiser mes idées, mes intuitions par rapport au voyage que je venais de faire à Valence et à ma création, qui est mon premier roman. Donc, j'avais une espèce de fatras tout en fragments. Maïga, hier, parlait de fouillis. Moi, j'ai une fatras en lien avec mon récent voyage à Valence. Et intuitivement, j'avais relu un passage de Mélisse de Kerangal, dont on a d'ailleurs parlé hier, un autre exemple de sérendipité, sur l'usage des lieux dans la littérature. J'y reviendrai tantôt. Puis, j'ai levé les yeux au-dessus de ma table de travail où est accrochée cette carte postale que j'ai reçue en 1998 et où il n'y a pas de mots, il y a juste des traces de doigts. Donc, c'est à l'époque où le courriel commençait, mais on s'envoyait encore des cartes postales. Et c'est une carte postale de Roland Giguère, de sa série de cartes postales que vous pouvez lire au tableau. Je peux la lire. « Peine perdue que cet éloignement, et pourtant, on succombe à l'attrait. Sortir, comme si l'on vivait mieux ailleurs. Voir autre chose qui nous est toujours familier et nous reflète. Courir avec son ombre toujours devant qui trébuche sur la moindre brindille et finit par fondre au soleil. » Donc là, il y avait tout à coup le mot attrait, ailleurs, courir, la nostalgie des cartes postales. Et je me suis donc lancée dans un abécédaire. Donc, j'aurais d'autres choses à dire sur le processus, mais je pense que je vais commencer à les lire, puis je reviendrai peut-être après dans la période de questions. Alors, juste la première carte postale est donc la fameuse, c'est A pour archéologie. Et c'est... comment? Voilà, comme elle est un peu longue et chargée, je vous l'ai mise là. Donc, ça reprend un peu la forme
de mes fragments d'écriture. Donc, un mot au début et à peu près l'espace que ça prend sur une carte postale. Mais moi, j'aime les contraintes, mais j'aime aussi tricher, donc des fois, je l'écris de l'autre côté. Mais idéalement, non. Donc, A pour archéologie. L'usage des lieux dans la littérature demande d'esquisser une méthodologie du tâtonnement, qui est toujours organisation de la divagation, poétique du mouvement. Chasseur-cueilleur, je suis nomade, je me disperse et m'égare, engagé dans la poursuite de mon gibier, dans la quête de ressources pour ce texte que j'écris, cette manne sémantique qui m'est étrangère et vers laquelle je me déporte, tends le bras, ouvre la main, creuse la paume et déplie les doigts. Que je me déplace latéralement, adoptant la marche du crabe afin de glaner ce qui jonche mon territoire, ou verticalement, afin de sonder les plis du sol et m'enfoncer dans l'épaisseur du temps. J'essaie d'élaborer une archéologie qui restituerait l'économie interne d'un espace, pisterait les réseaux souterrains qui l'organisent et en distribue les intensités. Ainsi, inscrire le lieu dans la fiction revient-il toujours pour moi à lui chercher sa troisième dimension. Donc ça, c'est Mélisse de Kerangal, et c'est une citation qui me parle beaucoup. B pour bagage. Je vais peut-être vous le montrer. Ce qu'on emporte, ce qu'on porte en soi. Dans les deux cas, aspirer à voyager léger. C pour courir. J'ai traversé l'île verte jusqu'à la pointe vers l'ouest, portée par ma joie de courir. J'avais l'impression de fendre le paysage, comme si j'opérais un mouvement d'ouverture, de déchirure ou d'éclatement dans le panorama devant moi, mais aussi en moi, quelque part dans la tête, dans les poumons et jusque dans le ventre, dans l'emballement du cœur. J'étais parcourue par un profond sentiment d'admiration et de légèreté. Comme s'il s'agissait d'entrer dans le décor, d'occuper un espace entre le fleuve sur ma gauche et la forêt sur ma droite. Je me suis arrêtée, le cœur emballé, au bout de la route qui n'était plus qu'un sentier étroit menant au fleuve. À bout de souffle, j'ai mis les mains sur mes cuisses, étourdie et enchantée. J'ai regardé autour sur presque 360 degrés en me disant que c'est beau et tranquille. D pour désir. Je ne sais pas mettre de mots sur mon désir. Curieusement, c'est le début d'un poème que j'ai beaucoup aimé à l'adolescence qui occupe toute ma tête. Ce vers mystérieux de Sandra. Quand tu aimes, il faut partir. Encore aujourd'hui, ces mots me troublent, comme un condensé de voyage, de vie, de désir, de beauté. E pour éloignement. L'idée d'une absence, d'une distance, d'une certaine solitude. Je cite, « En définitive, à quelle distance exacte se tient un romancier ?» se demande Patrick Modiano dans son discours de Suède. Je continue de citer. « En marge de la vie pour la décrire, car si vous êtes plongé en elle, dans l'action, vous en avez une image confuse. » Je reviens à moi. Ainsi, voyager, écrire, c'est prendre du recul, faire un pas de côté pour mieux observer, pour porter un jugement serein sur ce milieu dont il fallait s'éloigner pour distinguer les contours, comme l'écrit Nicolas Bouvier dans l'usage du monde. F pour fragment. Un récit de voyage, tout un fragment. Des éclats de souvenirs, des morceaux de texte, des images par saccades, des détails qui nous rappellent d'autres détails, des sensations qui font ressurgir d'autres sensations, des impressions fugaces. Exhumer cette matière à fiction ou à récit, comme sur un champ de fouilles, creuser, 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 en faisant remonter des fragments à la surface, qu'il s'agit ensuite de nettoyer, d'examiner, d'agencer à la manière d'un archéologue avec sa pelle, ses brosses minuscules, ses pinceaux. G pour goût. Un ananas inoubliable
mangé dans le port d'une île des Moluques. Son jus, qui coule le long de mon poignet. Des loukoums qui collent au palais dans les rues d'Istanbul. D'innombrables tasses de thé dans le Transsibérien. Un pot de confiture de rhubarbe, reçu en cadeau de ma famille russe pour le voyage en train, et mangé à la petite cuillère en route vers l'Oural. Mon premier café à vie. Un café turc amer, avalé d'une traite, un 31 décembre sur la place centrale de Bratislava. Des nouilles salées dans un liquide gras, unique menu de la traversée Ambon-Surabaya, qui me rappelle invariablement le mal de mer. Les crèmes glacées à la crème brûlée, emballées dans du papier beige de l'époque soviétique, vendues pour presque rien par de vieux marchands ambulants. Récompense que l'on s'offrait après les classes à Saint-Pétersbourg. Des variétés de riz, de cacha, de pain plat, de pain frit, de pain à la mi-tendre, le lait tiède, le manioc, du poisson servi avec du canalou bouilli au petit déjeuner. Des talis servis sur des feuilles de bananier, du curcuma sous les ongles, de petits paquets de riz glutineux, emballés comme des cadeaux, achetés à de vieilles dames dans les gares. Des amandes fraîches dans le jardin de Santiago. La brûlure de la vodka, de l'arak, du rhum, la sensualité des fruits cueillis dans l'arbre, les soupes de fruits de mer au marché de Valparaiso la nuit, les caries et les piments qui font pleurer, toutes ces saveurs de voyage que je n'oublie pas, petits récits imprimés dans les papilles. H pour horizon. C'est souvent ce qui me manque à Montréal. Un horizon dégagé, un espace plus vaste, désencombré. Dans mes souvenirs de voyage, les paysages occupent une place à part, quelque chose de l'ordre du sacré, de figé dans la beauté, une exaltation des lieux peut-être. Je me souviens du soleil qui se lève, de la lumière de l'aube qui peu à peu révèle un paysage ocre, tandis que je grimpe les flancs de granit nu d'une montagne d'Asie du Sud-Est. C'était pourtant il y a 20 ans. Cette même lumière, ce rose irréel que je capte d'un regard circulaire sur le panorama, et cet engourdissement des sommets, je les retrouverai plus tard en Patagonie, les joues froides, peinant à me tenir debout dans les vents qui fouettent les Torres del Paine au petit matin. Ce n'est pas qu'affaire de sommeil. C'est aussi un moment d'attention accrue, une façon de s'arrêter à ce qui est offert, de respirer, de se laisser gagner par un trouble, une retenue, un silence. Par la fenêtre embuée de ma chambre à l'île verte, je retrouve une intensité similaire en regardant l'horizon à l'aube, des latitudes différentes, des paysages distincts. Ici un fleuve, là-bas des glaciers, des neiges éternelles, du relief. Et pourtant, les souvenirs se superposent, la géographie se brouille. C'est d'abord un rapport au paysage, l'impression d'être happé par l'horizon, un sentiment d'être en vie, d'être dépassé, simplement ému par une nature grandiose, par ce qu'il y a devant soi. I pour île. Sur le flanc nord de l'île verte, j'ai passé des heures sur les rochers. J'ai beaucoup pensé à ma falaise dans les cantons de l'Est. Je me suis laissé gagner par l'apaisement. Cet apaisement que je retrouve au bord du lac Champlain, mon lac Champlain, immense. Cette grâce que procurent les bords de l'eau. À Montréal, on voit si peu le fleuve, j'oublie que je vis sur une île. Je me suis dit que je ferais un clin d'œil à Georges Perec. Je me souviens de ma fille, dans sa petite robe rouge, qui trottine parmi les ruines des temples d'Angkor en escaladant les racines de ficus. Je me souviens de ma joie de courir dans les rues de Barcelone le soir. Je me souviens de la couleur des champs en Patagonie. Je me souviens de la texture de la laine grise, des mitaines que des babouchkas vendaient au marché de Tcheliabinsk. Je me souviens d'avoir lu « Voyage au bout de la nuit » dans un train, mais j'ai oublié lequel. Je me souviens de cette chambre près d'une mosquée, du chant du muezzin le matin. Je me souviens d'avoir été vaguement déçue
que les glaciers aperçus en Patagonie n'aient pas été aussi beaux que dans mon imagination. Je me souviens de mon ravissement quand, au détour d'une rue, me croyant égarée, je découvrais un jardin caché à Prague. Je me souviens de la cohue et de la promiscuité des corps lors de l'embarquement sur les navires de la Pelnie qui sillonnent l'archipel indonésien. Je me souviens d'avoir consolé, dans un russe maladroit, un petit garçon dont le chat venait de tomber du 6e étage. Je me souviens de la voix, de la peau, du regard, des cheveux, du poignet et du talon fracassé de la femme qui s'est jetée du toit de l'hôtel Soraya Palace à Valence. Ça, c'est le sujet de mon prochain roman. Donc, je vais en passer quelques-uns parce que... Cœur pour kaléidoscope. Fragments de verre et miroir. Images en succession. Couleurs et mouvements contenus dans un cylindre que l'on presse contre son œil. Mais aussi, au figuré, succession rapide et variée d'émotions, de sensations. Étymologiquement, observer le beau. Se réjouir d'une vie de voyage en kaléidoscope. Liminarité, elle pour liminarité. Après le départ, avant le retour, un seuil, se tenir en marge, cet ambigu moment de passage qu'est le chemin du voyage, de l'écriture et pour moi du marathon. Par ces rituels, j'ai appris et j'apprends toujours à mieux me connaître, à me mettre en retrait pour mieux revenir dans le monde. M pour mouvement. Agitation du corps qui se meut, avancée dans le paysage, déambulation dans la ville avec lenteur ou au pas de course. Campagne qui défile à la fenêtre d'un train, roulis d'un navire sous l'effet des vagues, envolée d'oiseaux, de mots, de poussière, l'idée d'un parcours, d'un itinéraire, d'une traversée, d'un trajet, d'un déplacement géographique, vagabondage, mais aussi mouvement de l'âme, mouvement vers l'autre, flot d'inspiration, se rendre quelque part vers un ailleurs, en revenir, éprouver sa liberté. Accélération et lenteur, puis à un moment, s'arrêter, écrire, laisser libre cours aux mots, la phrase comme mouvement de fuite. N pour nuit. Voyage court qui se compte en nuitées, ou long périple, dont on oubliera le défilé des nuits et des chambres, les endormissements et les réveils, et même les rêves. Bois qui craque, frottement de coton et de laine, mouvement de ressorts et d'insectes, bruit minuscule, crépitement de radiateurs, oscillation de ventilateurs, couchettes de train, succession de frissons, de suées dans des lits d'emprunt. On dépose le poids des paupières sur 1000 oreillers dans une vie de voyageur. On se recroqueville ailleurs, dans des draps élimés par d'autres corps. Nuit de transit, traces d'un passage qui disparaîtront à la buanderie. Fatigue et froissement des heures qui nous rapprochent d'un départ, d'un retour. On ferme les yeux, on s'abandonne, et c'est déjà l'aube. O pour oxygène, sortir prendre l'air, inspiration, chercher son souffle, courir, rechercher ce qui vivifie, respirer mieux, un peu mieux. C'est pas beaucoup de temps, je vais sauter des lettres, mais elles sont disponibles sur Récit Nomade. Vous pourrez lire le reste. Q pour quête. Mais qu'est-ce qu'on cherche tant? Topolité pour toponymie. Enfant, j'avais dans mon entourage immédiat un oncle unijambiste. Il avait sa chambre dans le sous-sol chez mes parents. Dans sa garde-robe, sur la tablette du haut, il rangeait sa jambe artificielle, qu'il ne portait presque jamais et qui me fascinait. Cette fausse jambe m'obsédait. Je la contemplais en cachette, je la montrais à mes amis comme un objet de curiosité quand ils venaient jouer à la maison. Elle suscitait tant de questions, sans réponse, et n'est sûrement pas étrangère à mon désir de fiction, à mon envie d'inventer des histoires. Cet oncle répétait souvent, comme un vague projet pour échapper à l'hiver, au quotidien, aux petites déceptions. Quand est-ce qu'on part pour Honolulu? À 4 ans,
Ce mot sonore et mystérieux me faisait rêver et rire. J'aimais le répéter, faire résonner les O et les U. Quelque part de lointain, d'inatteignable, un ailleurs désirable. Et quand je lui demandais « Mais c'est où, Honolulu ?» il me répondait « C'est très loin, c'est au bout du monde. » Plus tard, d'autres noms de lieux deviendraient comme de petites promesses de bout du monde, des obsessions qui guideraient mes voyages ou mes envies de voyager. Terre de Feu, Prague, Berlin, Bornéo, Bangkok, Moscou, Saint-Pétersbourg, l'Oural, Bratislava, Kuujjuaq, Amsterdam, Istanbul, Puvirnitsuk, Vladivostok, Valparaiso, Chihuahua, Cap Horn, Blanc-Sablon, Irian Jaya, Delta du Mekong, Tombouctou, Papouasie-Nouvelle-Guinée et même Val d'Or. Des noms qui contenaient dans leurs syllabes un ailleurs fascinant, des villes mythiques, des villages de grand froid difficilement accessibles, lieux auxquels j'ai rêvé, certains que j'ai visités, d'autres dont je rêve encore. Cet automne, j'ai ajouté à cette liste de toponymes qui résonnent d'une imagerie bien particulière, Kamouraska. Je vais en lire une dernière. Zone, je vais finir avec Z. Souvenir d'un ciel étoilé observé depuis le pont d'un navire pétrolier. La mer décélèbre tout autour, rien d'autre à l'horizon. Seulement un capitaine au sourire doux qui me dit « Dans quelques instants, nous allons franchir l'équateur. » M'imaginer comme un point lumineux sur l'écran radar, passant d'un hémisphère à l'autre, le nord, le sud, une ligne imaginaire, et moi, qui me déplace sur la surface de la Terre, émerveillée.